Pour aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de faire une vidéo déprimante. Et je sais que vous avez pas trop envie d'écouter un gars évoquer l'événement en question. Mais je me devais de parler de cet homme qui a littéralement changé ma vie, ainsi que des millions d'autres à travers le monde. Vous connaissez malheureusement tous la nouvelle, Akira Toriyama nous a tragiquement quittés dans la nuit du 1er mars 2024, des suites d'un hématome sous-dural aigu à seulement 68 ans. Je sais que je suis pas mal en retard sur le sujet, et je m'en excuse sincèrement. Mais j'attendais le bon moment pour faire cette vidéo, afin de ne pas paraître opportuniste pour certains, et aussi parce que j'avoue que j'avais pas mal d'autres vidéos en préparation. Oui, Toriyama Sensei nous a quittés. C'est un homme qui a vécu tout comme nous, a grandi tout comme nous, a mangé tout comme nous, et est mort tout comme nous un jour ou l'autre. Mais bon, si je parle de lui dans cette vidéo, c'est pas du tout pour vous rendre blasé ou pour réaliser une quelconque biographie ou quoi. C'est pas du tout mon domaine et j'en ferai probablement jamais sur cette chaîne, tant je ne suis pas du tout qualifié pour le faire. Ici, j'avais plutôt envie qu'on se souvienne tous de ces œuvres incroyables qu'il a pu réaliser tout au long de sa vie. Parler avec vous de tous les petits one-shots, tous les mangas courts, toutes les histoires qu'a pu écrire Akira Toriyama, que ce soit avant Dragon Ball, après Dragon Ball, voire même pendant Dragon Ball. Faut dire qu'après tout, DB ça a pas mal saoulé son auteur même avant sa fin. Je pense que pour la plupart vous connaissiez déjà l'anecdote, mais DB ça a duré bien plus longtemps que prévu, et ce contre le gré de Toriyama. Tout d'abord après la fin du 21ème Tenkaichi Budokai face à Kame Sennin, puis à la saga Cell où là on sentait vraiment que c'était la conclusion de la série, et on peut même dire que ça continue encore aujourd'hui avec Super et le futur Daima, que personnellement j'attends avec grande impatience. Avant tout ça, faut pas oublier qu'Akira son délire, c'était surtout les mangas gag en fait. Des histoires assez courtes et qui se prennent pas du tout au sérieux. Des histoires qui pour notre plus grand bonheur, ont été éditées chez nous en France via les éditions Glénat en grande majorité. Et oui, je dis en grande majorité car il y a pas mal de mangas du maître qui n'ont pas dépassé les frontières nippones. Je pense par exemple à Kintoki sorti en 2010, mais surtout à Mysterious Rain Jack, qui était une parodie du premier Star Wars sorti en 78, et qui malheureusement n'a jamais été publié officiellement. J'ai d'ailleurs appris en écrivant cette vidéo que les planches originales du chapitre ont carrément été volées durant les années 90, ce qui rend impossible la lecture légale par chez nous. Bon là par contre je m'éloigne beaucoup trop, donc bon revenons-en au sujet principal. Vous l'aurez donc compris, ici je vais vous parler de 4 autres livres d'Akira Toriyama qui m'ont particulièrement marqué, que ce soit de par leur histoire, leur humour, leur dessin si spécifique au trait de l'auteur, et tout plein d'autres trucs. Je vais donc très probablement être beaucoup moins objectif dans cette vidéo, après tout l'humour c'est propre à chacun. Mais bon, qu'à cela ne tienne, autant offrir un dernier hommage au maître, quand bien même ma chaîne en elle-même est un hommage, en faisant découvrir au plus de monde ces mangas. Je termine rapidement cette intro beaucoup trop longue en vous disant que vu que les mangas décrits n'ont eu aucune adaptation animée pour la plupart, ça va être assez compliqué pour moi au montage d'illustrer mes propos. Donc je vous demande par avance d'être indulgent en com. Sur ce, je pense qu'on peut enfin commencer. Jaco the Galactic Patrolman, le revival de Dragon Ball. Au-delà d'être mon premier one-shot de Toriyama, Jaco c'est l'un des premiers mangas, si ce n'est le premier manga gag, que j'ai vraiment eu en ma possession. J'avais genre 10 piges, et c'est grâce à lui que j'ai pu connaître les autres récits du Dragon World. Sans prendre en compte mon ressenti personnel, le patrouilleur galactique signait le retour du maître sur le devant de la scène en tant que dessinateur. Là où pour des mangas comme Katsura Akira, qui d'ailleurs a un scénario extrêmement similaire à celui de Jaco, il n'était que scénariste. Jaco c'est également un manga qui nous tissait le revival de la licence Dragon Ball, après plus de 10 ans sans aucune nouvelle. Bien sûr on a eu des jeux, les Sparking, les Budokai, mais hormis ça, la franchise était au point mort complet depuis DBGT. Puis en 2013, Battle of Gods sort, 2015 c'est au tour de Fukatsu no F et de DBS, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici c'est 2014, la sortie de Jaco le patrouilleur galactique, en volume relié. Si je fais une rétrospective en lien avec DB depuis tout à l'heure, c'est que contrairement aux autres livres réalisés par Akira, Jaco est une préquelle plus ou moins directe à Dragon Ball. On peut y voir des personnages importants comme Bardock, dont on parlera plus en profondeur juste après, la grande sœur de Bulma, j'ai nommé Tights, encore un délire sur les habits pour femmes décidément, et puis surtout Jaco qui apparaîtra même en tant que personnage à peu près important dans la série. On remarque donc que contrairement à des mangas comme Sandland, où l'univers n'est pas du tout le même, Jaco s'inscrit lui parfaitement dans la continuité et dans la timeline des événements de Dragon Ball, tout comme Nekomajin ou Dr Slump en son temps. Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte Jaco? Jaco, c'est l'histoire d'Omori Mess Iko, un ancien chercheur bossant pour le gouvernement sur une île déserte. Ce dernier fait la rencontre du patrouilleur de l'élite galactique, envoyé sur Terre pour tuer un terrible monstre qui sévira dans quelques années. Le souci dans cette histoire, c'est que son vaisseau s'est crashé et il est donc bloqué sur Terre. On y suit alors les héros dans leur quête de réparation du vaisseau spatial, permettant ainsi à Jaco de tuer le monstre et de rentrer chez lui. Si je parle de Jaco en premier ici, c'est parce qu'il est selon moi le plus réussi dans le domaine où Toriyama excellait le plus, le slice of life.
Bon, c'est vrai que j'avais déjà parlé de ce style d'histoire dans de précédentes vidéos, mais en gros, le slice of life qu'on pourrait littéralement traduire par tranche de vie, c'est un style d'histoire où l'on voit juste les personnages vivre leur vie normalement en fait. C'est le quotidien de nos héros préférés en soi. Parce que oui, hein, même si dans les mangas on peut suivre des héros au pouvoir surnaturel qui vivent des trucs de malade mental, eh ben faut pas oublier que ça reste des humains. Hein. Ils font les courses comme nous, conduisent comme nous, ils bouffent du riz tous les jours comme nous parce qu'ils ont plus une thune à la fin du mois. Ah bah non en fait, non, ça c'est que moi, excusez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire, quand bien même elle raconte les mésaventures d'une élite de l'espace, n'est pas tournée sur du combat. Pour vous dire, il y a que 2 scènes de combat dans tout le livre, dont une qui ne se déroule que sur une seule case. Également, le livre s'inspire grandement du film de l'étranger. Vous savez, les Sonic, Alvin et les Chipmunks, City l'extraterrestre. On y voit tout le temps un monstre qui rencontre un humain, qui au début se déteste parce que l'extraterrestre casse la tête, mais qui s'apprécie au fur et à mesure de l'histoire. Par contre, pour moi, il y a vraiment un défaut dans ce manga, si on peut appeler ça un défaut, c'est que Jaco, en fait, ça devait lancer toute une nouvelle saga. On apprend ça dans l'interview entre Masasaku Katsura et Toriyama, dans le recueil Katsura Akira, où en fait tu comprends que les deux hommes avaient vraiment envie de créer une histoire assez fun, autour d'un univers assez space opéra. En plus il me semble que Jia dans Katsura Akira c'était sorti le même jour que Jaco, mais bon, ça j'avoue je suis pas trop sûr. Mais donc ouais, on aurait vraiment pu avoir ce côté aventure-humour si spécial se déroulant dans l'espace. Mais bon, ça ne s'est jamais fait malheureusement. Hormis ça, ce que j'ai kiffé dans ce tome, c'est que l'univers de DB est encore plus enrichi avec ses 200 pages. Et là par contre, pour appuyer mes propos, je vais devoir spoiler le twist final du manga, donc je vous invite fortement à skipper à ce timecode si vous ne l'avez pas vu, parce que ça serait franchement dommage de se gâcher une fin, qui je trouve va être hilarante au possible. Bon ça y est, vous êtes partis? Ok, bon bah alors on y go hein. Dans le dernier chapitre, on apprend que Jaco a été envoyé par le roi de la galaxie pour tuer Goku lui-même, par peur que celui-ci ne détruise la planète bleue. On y voit alors Jaco se préparant à détruire la capsule de Goku, sauf que ce dernier tombe dans l'eau après s'être pissé dessus. C'est même pas une vanne, hein, c'est ça le pire. Il a donc perdu de vue la capsule à Goku, et ne l'a donc pas tué. Voilà, donc maintenant à chaque fois que vous vous materez Dragon Ball, dites-vous que c'est parce qu'un mec s'est pissé dessus que le manga a pu exister. Bon évidemment ce manga c'est surtout un spin-off, hein, et quand bien même il est canon à l'œuvre originale, c'est avant tout un manga humoristique. Donc j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu si Goku a vraiment survécu grâce à cet incident là. À mon sens cette fin est géniale. Déjà parce qu'évidemment moi ça me fait marrer parce que je suis un golemon, mais surtout parce que ça amorce direct avec le prochain chapitre, qui lui est vraiment important pour le coup. Et là, je suis obligé de parler avec vous du chapitre bonus Dragon Ball Minus, l'enfant du destin, présent à la toute fin du one-shot. Quand bien même vous n'avez pas lu le manga, vous connaissez forcément cette histoire puisqu'elle a été adaptée durant la première partie de DBS Broly, sortie en 2018. Pour résumer grossièrement, c'est une réinterprétation du TV Special de 90 sur Badak, appelé en français Bardock le père de Sangoku. On y suit notre Saiyan rentrant sur Vegeta peu avant l'explosion de la planète. Je passe rapidement sur le fait qu'on y voit pour la première fois la mère à Goku, parce que c'est pas trop intéressant en vrai. Même si moi à l'époque je pensais que sa daronne c'était Célipa, j'étais sacrément bête quand même. Ce qui me titille vraiment ici c'est que l'histoire des Saiyans, et aussi celle de Goku, est tout de même pas mal changée dans ce chapitre. Bon je ne spoilerai pas au cas où hein, mais c'est vrai que par rapport à l'idée qu'on se faisait, ou du moins que je me faisais de Bardock, il est vrai que le personnage est assez différent. Il est plus calme, plus proche du père de famille que du daron qui calcule pas son fils. En somme c'est même plus le même perso quoi. Voilà, petit avis rapide sur Dragon Ball Minus, c'est un chapitre vraiment cool, bien que je préfère le Badak de 90, présent dans un manga vraiment sympa sans être une masterclass non plus. Jaco c'est un manga plutôt cool qui nous raconte les origines de Dragon Ball, sans rentrer dans le cliché de la backstory classique. Le manga ne se prend pas du tout au sérieux, mais ne gâche pas non plus l'œuvre originale du maître. Bon là par contre on va parler d'une œuvre encore plus insensée que Jaco, mais tout aussi cool. Nekomajin, l'auto-parodie de DBZ. Nekomajin c'est clairement mon manga préféré de la vidéo. Sans déconner, c'est l'un des rares mangas que j'ai lu dans ma vie où j'ai littéralement chialé de rire tellement l'humour est débile et n'a aucun sens. Et s'il y a un mot qui caractérise au mieux ce que c'est que Nekomajin, c'est bien l'autodérision. Au moment de la sortie du livre, DBZ s'est terminé il y a au moins 10 ans, et l'œuvre a obtenu son statut de manga culte. Pendant ces 10 ans, Toriyama Sensei a déjà réalisé d'autres petits one-shots humoristiques, je pense par exemple à Kajika que j'ai plutôt bien aimé, mais le truc, c'est que ceci n'avait quasiment aucun rapport avec son œuvre fétiche. Avec Nekomajin, on revoit pour la première fois un peu de Dragon Ball en manga, avec un style du maître qui je trouve est un peu plus fin. En gros, les persos sont beaucoup moins musclés, et aussi je trouve que, bon là c'est qu'une impression hein, mais on dirait que le trait est plus net que dans, je sais pas moi, Gogo Hackman. Là c'est beaucoup plus arrondi, ce qui me fait vaguement penser au cover de la Perfect Edition, voire même au style actuel de Toyotaro. Le tout est lui contenu dans une édition au format perfect, qui je trouve est vraiment très stylé bien que un peu trop fine à mon goût. Dans le premier chapitre de Nekomajin, on fait la rencontre de 2 brigands perdus dans le désert voulant rentrer chez eux. Le truc c'est que tout d'un coup ils se rappellent qu'ils ont perdu leur moto,
et que, comme de par hasard, au même moment, on découvre un gros chat en train de piloter la bécane en question. Je vous ai dit que ça avait aucun sens, hein, je vous l'ai dit. On fait alors la rencontre de Nekomajin, un chat bleu démon, vivant pépère dans sa maison située dans le désert, et on se rend compte que le perso est ultra cheaté. Il fait des téléportations de malade à croire qu'il a le Migate, il met Sangoku à terre, et le truc qui m'a fait trop marrer, c'est qu'il fait des Nekohameha. Le tout en reprenant la pose iconique de Goku Kaioken face à Vegeta. Il y a beaucoup de vannes visuelles, du comique de répétition, de l'humour noir que je kiffe de fou. D'ailleurs celle-là elle m'a mis KO, ça brise le 4ème mur sans aucune raison valable. L'auteur se moque lui-même des principes de DBZ qu'il a instauré 15 piges avant, enfin bref ça n'a aucun sens. Et surtout ce que je kiffe le plus c'est que l'auteur fasse des références que seuls les plus anciens peuvent comprendre. Tiens par exemple, vous vous souvenez du poisson que pêche Goku au début de l'épisode 1 de Dragon Ball? Bon bah là il se fait one shot par Nekomajin. Et sinon, la technique du volleyball que fait Tenshin Han face à Goku, vous vous en souvenez? Bon bah Nekomajin il l'a refait alors que les mecs tapent un foot au beau milieu d'un fight de malade mental, ça n'a aucun sens. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'il y a également plein d'autres vannes très subtiles, qui me fument beaucoup trop, et surtout il y en a une. Franchement, je sais pas si mon interprétation elle va être bonne, mais si ça l'est, c'est d'un génie, mais d'un génie... Ah non, à côté, Shiro Oda, niveau foreshadowing, c'est un petit joueur, hein, franchement. Bon, pour vous résumer vite fait, on découvre au chapitre 4 un mec qui s'appelle Kojiro. Kojiro c'est un prof, sa passion c'est d'enseigner, mais le problème c'est qu'il se fait tout le temps bully par ses élèves. Bon, petit résumé, mais Nekomajin se fait passer pour lui, le sauve d'une situation improbable grâce à laquelle il reprend confiance en lui, et puis bah voilà, fin. Mais en fait, au moment de lire le chapitre, je me suis dit que c'est quand même bizarre que le gars ait un prénom assez japonais, quand tu sais que les noms Dragon Ball sont en grande partie inspirés de l'anglais. C'est t'as Kakarot, Trunks, Bryce, etc. Et du coup ma théorie c'était, est-ce que Toriyama a pas appelé son perso comme ça pour se moquer d'un de ses éditeurs? Parce qu'en plus je crois il avait déjà fait ça quand il a designé ses 19. C'était pas pour vanner un de ses éditeurs, un truc comme ça? Franchement j'en sais plus rien du tout. Confirmez-moi en commentaire si c'est le cas s'il vous plaît. Pour le coup les personnages de Swan Shot, aussi stupides et caricaturaux soient-ils, sont pour moi une franche réussite. En parlant de personnages, comment ne pas évoquer toutes les contrefaçons des guerriers Z présentes dans ce manga? Bon déjà la Whis, me demandez pas son prénom, je l'ai oublié. C'est un gars qui peut se transformer en Super Saiyan alors qu'il a pas de cheveux. Un comble pour une transformation où le changement de puissance est caractérisé par le changement de coupe justement. Et le pire pour moi c'est quand on voit Nekomajin se transformer juste après en Super Saiyan 1, alors que bah, c'est un chat le gars. Le combat il a aucune logique, vraiment c'est abusé. On y voit aussi le chat Mickey qui est le grand rival de Nekomajin, à l'instar de Vegeta avec Goku. Mais le meilleur perso pour moi ça reste quand même Freezer, le seigneur du mal. Et oui hein, j'ai bien dit Freezer hein, et non pas Freezer. Parce que là on parle du fils et non du père. Oui, Freezer il a un fils, il s'appelle Freezer, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Sauf que le dernier a un crâne pointu et marron tel une châtaigne. Ce perso c'est trop un sketch, il veut se péter contre Nekomajin, mais le chapitre est presque fini, du coup ils sont obligés de dormir chez lui pour reporter le combat au chapitre d'après. Et qu'est-ce qu'ils font au chapitre d'après? Je vous le donne en mille, ils tapent en foot. Et d'ailleurs pour l'anecdote, on peut retrouver Freezer en tant que personnage jouable dans la version japonaise de Dragon Ball Z Budokai 3. Je pense qu'on l'a jamais eu chez nous parce qu'à l'époque le manga avait pas encore terminé sa parution, et donc ne pouvait pas encore sortir en France. Je pense que j'ai fini avec Nekomajin, un manga ultra parodique usant de vieilles rêves de l'auteur. Voilà, j'ai beaucoup kiffé. Et là par contre je vous spoil pas la fin parce que c'est encore plus nimp que Jacko. Ah mais là carrément ça brise le 4ème mur devant les persos de Dragon Ball Z. Vraiment un niveau d'audace, j'ai jamais vu ça. Bon sur ce je pense qu'on peut continuer. Sandland, la nouvelle licence de Toriyama. Honnêtement je voulais faire une vidéo à part entière sur Sandland, tant le manga a eu un revival de malade ces derniers temps. Parce que ouais, en l'espace d'un an, on a eu un film, une série au scénario exclusif sur Disney+, écrit par l'auteur en personne, et même un jeu sur Play 5, qui si vous voulez mon avis, a l'air éclaté au vu de la démo. Sandland, c'était à la base un manga complètement oublié d'Akira Toriyama. Sorti en 2000 dans le Weekly Shonen Jump, le manga se passe dans un monde où il n'y a plus aucune goutte d'eau sur la planète. Les terres sont devenues arides, et le monde n'est que dunes de sable. D'où le titre, Sandland, t'as capté? Ouais, ça y est, je fais des vannes comme je peux moi aussi. On y suit alors le supposé shérif Lao, un ancien vétéran de l'armée, qui part faire alliance avec les démons. Il y fait alors la rencontre de Belzebub, le prince des démons, ainsi que Sif. Comme je vous l'ai dit juste avant, il n'y a plus aucune source d'eau potable sur Terre. Les seules bouteilles du pays sont gardées par le roi, mais ce dernier les vend à un tarif ultra rush sa mère. L'élément qui déclenche réellement cette histoire, c'est lorsque le shérif Lao aperçoit un certain type d'oiseau, qui, pour se nourrir, se recueille près d'une source d'eau. La conclusion est donc qu'il existerait une source d'eau miraculeuse dans ce monde, qui pourrait désaltérer tous les habitants, humains comme démons. On y suit donc nos trois protagonistes, d'abord en camion puis en tank, à la recherche de cette source d'eau magique. Bon je vous avoue que j'ai toujours pas vu la série sur Disney+,
Mais bon, je pense qu'en soi, ça ne changera en rien la vidéo. Update, entre temps je l'ai maté, c'était sacrément cool, mais je vous avoue que j'ai pas du tout compris pourquoi Shiba il se fait appeler Shiva. Ça gâche un peu tout le jeu de mots autour de son prénom. Mais oui, sinon cette suite elle est tout aussi intéressante que l'œuvre de base. Des persos qui forment une vraie team avec des chara-design à la Dragon Quest. Même l'animation qui me rebutait pas mal au début passe plutôt bien au final. Donc voilà, hein, j'ai rien à rajouter si ce n'est que c'était un peu trop court. Voilà, je vous laisse avec le vrai moi. En fait, pour l'anecdote, j'ai découvert ce manga en mai dernier, et quelle ne fut pas ma surprise en allant voir Furiosa, qu'il a plus ou moins les mêmes inspirations que la saga Mad Max en fait. Un univers post-apocalyptique, où le monde et ses habitants sont totalement déshydratés, un policier qui part retrouver de l'eau avec ses alliés, contre un grand méchant, la fille badass qui rejoint le groupe en cours de route. On sent qu'Akira s'est fait plaisir en reprenant ce classique du cinéma. Mais moi la question que je me pose c'est pourquoi spécialement en 2000 en fait. Et j'ai plus ou moins une théorie qui répond à cette question, et qui franchement tient bien la route. Fin 97, le monde apprend que la saga Mad Max s'apprête à revenir sur grand écran, avec un nouvel opus, Fury Road. Le projet de George Miller est en cours, mais le tournage n'avance toujours pas en 2000. Le film est donc mis en stand-by pour au final ressortir de nulle part, en partie grâce au soutien du gouvernement australien en 2015, après plus de 15 ans de taf. Je pense qu'à la vue d'un prochain opus, Akira Toriyama il s'est hâté d'en créer une parodie, comme il avait parodié la pérégrination vers l'ouest 20 ans avant avec DB. Ce que j'ai pas mal aimé d'un point de vue graphique, c'est avant tout les décors et l'environnement en général. Parce que ouais, j'ai beau être une groupie de l'auteur, je dois avouer que les décors, aussi farfelus et jolis soient-ils, bah c'était pas trop son point fort quoi. J'ai d'ailleurs appris très récemment que si dans DBZ les persos détruisent autant de fois les terrains, c'était avant tout une question d'ergonomie pour Akira. En gros, moins il y a de décors, et plus c'est simple de sortir des chapitres chaque semaine, en plus de servir l'intensité de la scène et du scénario. C'est, je pense, pour cette raison qu'on voit un peu trop souvent les lignes de vitesse dans la plupart des shonen. Ça a avant tout un effet pratique pour l'auteur, avant d'être un effet de style. Bon, pour ce qui est des designs, je passe rapidement sur le fait que Toriyama ait recyclé le personnage de Dabra pour en faire le roi des démons. Pour vous dire, au début, je pensais que c'était vraiment Dabra, qui est d'ailleurs lui-même le roi des démons. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ça veut dire que c'est connecté à Dragon Ball en fait. Et bah, pas du tout. C'est juste le même chara design, c'est tout. Après bon, franchement ça va, hein. C'est pas non plus Hiromashima qui péta des chara design d'autres auteurs, hein. Donc bon, je pense qu'à ce niveau-là on peut lui pardonner. Sandland, c'est un one-shot avec d'excellents persos. Alors évidemment que c'est le cliché du méchant qui se repent, comme dans à peu près tous les shonen. Mais je trouve que dans cet univers où sévit des guerres sans fin, c'est tout de même assez déroutant d'avoir ce genre de développement. Il y a par exemple le général Ares, qui après avoir appris que son père mourut sous les ordres de Shiba, décide de le rencontrer. C'est également un manga où Toriyama réutilise les archétypes de ses personnages, qu'on peut également voir dans ses autres œuvres. Bon là je vais essayer de pas trop passer de temps là-dessus parce que sinon après j'aurai plus d'arguments pour le manga d'après. Mais souvent dans les mangas de Toriyama on a un trio de personnages très distinctifs. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué dans les shonen, surtout parodiques, humoristiques d'ailleurs. On a très souvent trois types de persos. Premièrement le vieillard, que ce soit Tortue Géniale, Omori, voire même Dr Slump hein, dans une moindre mesure. En gros bah c'est le vieux pervers quoi. Il y a aussi l'allié du héros, souvent c'est une fille, Bulma, Tights, voire même Luca dans Chrono Trigger, techniquement c'est du Toriyama. Souvent c'est un perso ultra important mais qui casse la tête de fou. Et dernièrement et pas des moindres, bah le héros quoi. Donc ici Belzebub. Belzebub, outre le fait que ce soit le prince des démons, on voit dans le manga qu'il ressemble plus à un ange qu'à un démon. Et ce genre de plot où t'as le personnage principal qui est caractérisé comme mauvais mais qui se retrouve plus bon que les gens qui se disent bons, bah c'est quelque chose que Toriyama utilisait beaucoup dans ses histoires. L'élément qui m'a surtout poussé à parler de Sandland dans cette vidéo, c'est son contexte géopolitique. Son univers, il est assez sombre pour du Toriyama mine de rien. Évidemment c'est du Shonen Jump, y a rien de bien trash, et les scènes d'action sont un peu cartoonesques. Néanmoins, je retiens particulièrement le moment où les héros apprennent le génocide du peuple Peach. En gros, les Peach c'était un peuple qui voulait créer de l'eau artificielle, mais se sont fait totalement anéantir sous les ordres du général Zeus. Un Asie du shonen quoi. Tout ça pour dire que le monde est bien sombre dans Sandland, mais reste drôle et coloré. Enfin bon, je pense que j'ai fini avec ça. On passe au prochain manga, qui n'est pas vraiment un manga en soi, mais plus un recueil de mangas, vous verrez. Les histoires courtes, les débuts du maître. Juste avant de commencer cette partie, je tenais juste à dire que c'était une galère pour trouver ces mangas. Il y a que 3 tomes, hein, mais on dirait qu'ils ont disparu de la surface de la Terre. Enfin bon, bref, Glénat Manga, s'il vous plaît, faites-nous une réédition des 3 tomes en format perfect, ça serait vraiment top. Comme je l'ai évoqué dans la partie précédente, les histoires courtes, c'est en réalité un recueil d'histoires. Des séries de chapitres ou des one-shots qu'a publié Akira Toriyama entre 1978 et 93. Le tout a été compilé chez nous en 3 tomes parus entre 98 et 99, dont le dernier est vraiment cool d'ailleurs. Et c'est surtout lui dont on va parler aujourd'hui. Pour vous donner le contexte, entre 78 et 81, Toriyama publie plusieurs histoires au succès plus ou moins relatif. Comme je vous l'avais dit en intro, on a la parodie de Star Wars Mysterious Rain Jack, mais aussi et surtout des histoires telles que Wonder Island, l'Inspecteur Tomato, qui je trouve sacrément nul d'ailleurs. Ouais parce que malheureusement il y a pas mal d'histoires vraiment nazes dans ce recueil. Bon déjà Wonder Island,
Un soldat japonais qui se crache sur une île et qui se transforme en poulet pour pouvoir s'en enfuir. Je vous jure, le découpage il a aucun sens, il y a rien de drôle. Il y avait aussi Showbit. Non, je ne ferai pas de blague sur ce titre. Où t'as une petite fée qui accompagne un loser dans son village où ils sont que deux. Franchement, c'était pas fou du tout. Mais d'un côté, t'as des histoires qui, je trouve, sont assez importantes de par l'inspiration qu'elles auront pu donner à leur propre auteur. Premièrement, l'inspecteur Tomato, une jeune femme inspecteur, accompagnée de son acolyte Slump, qui résolvent des crimes. Bon bah on comprend direct de par le nom que l'auteur a réutilisé ce concept pour Dr. Slump, en remplaçant le commissariat et les crimes par le village pingouin et ses mésaventures. Il y a aussi Dragon Boy, un jeune apprenti des arts martiaux, qui a pour mission de sauver une princesse à l'aide de son nuage magique. Ouais bon en vrai là il y a tout hein. Le nuage, le maître pervers en la présence de maître Shaolin. La princesse à sauver, elle a le design de Shishi mais elle me fait surtout penser à Bulma. À la lecture ça me fait vraiment penser au passage avec Yumao. Ça fait très mythologie chinoise, ce que je kiffe beaucoup d'ailleurs. On sent vraiment l'inspiration voyage en Occident. En un peu moins parodique il est vrai. Et là aussi on a les archétypes de héros. Tanton bah c'est le héros Golemon à la Goku, Shaolin c'est le maître pervers, la princesse c'est Bulma, et puis voilà c'est les mêmes types de personnages quoi. D'ailleurs pour l'anecdote, on peut voir Tanton dans un épisode filler de Dragon Ball. Par contre je sais plus du tout c'est lequel donc je vous l'affiche à l'écran, si tant est que je le retrouve. C'est un épisode pas foufou où Goku doit battre le père à Tanton. Il me semble que c'est ça, je sais plus trop, je suis désolé. Ouais, petite pause vite fait, je viens de me rendre compte que je me suis foiré. En fait, c'est pas Tanton, mais un perso qui s'appelle Shoken, je le connaissais absolument pas. C'est un perso qui est très clairement calqué sur Tanton, mais qui en vrai n'est pas lu parce qu'ils ont pas spécialement la même backstory. Donc voilà, petite erreur, mais bon, je pense que vous avez capté qu'ils ont à peu près le même design, quoi. Voilà, je vous laisse. Par contre, si je devais tout de même faire un petit reproche, c'est que y a pas de fin, quoi. En fait, ça sent qu'Akira a dû laisser Dragon Boy de côté comme prototype pour faire Dragon Ball. Mais bon, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il avait vraiment tort? Voilà, t'as eu la question. Bon là, toutes les histoires dont je vous parle sont ou pas ouf, ou importantes pour la suite de la carrière du maître. À présent, laissez-moi vous parler de Gogo Hackman et de Cashman. Tout d'abord, Cashman, l'histoire d'un extraterrestre qui veut se faire des thunes en voulant aider les gens, afin de rentrer chez lui. Oui bon, hormis le fait qu'il a un chara-design de l'espace, on sent surtout bien l'inspiration pour Jacko. Et puis t'as un chapitre où t'as Cashman qui se bat contre un méchant, et Théma la gueule du méchant quoi, Théma son blaze. Enfin, on a Gogo Hackman, un petit démon qui doit ôter des vies pour gagner la sienne. Le problème c'est qu'il a un ange pour rival, et cet ange tue sans faire exprès au lieu d'aider les gens. On a alors affaire à un démon qui aide les gens, et à un ange qui les tue. Non vraiment ça n'a aucun sens, sérieux. Sincèrement, hein, si vous aimez l'humour trash, allez lire Hackman. Écoutez-moi bien, il y a un passage où l'ange engage une pour faire flipper Hackman parce qu'il a peur des filles. Et là, non, en fait, non, franchement, je dois pas vous dire, hein. Je ne vous dis pas la chute, c'est trop honteux. Allez lire par vous-même avant que je termine en prison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hackman, c'était en train de devenir une licence au Japon. Un peu comme ce qu'on a en ce moment avec Sandland. Il y avait un jeu, les 11 petits chapitres que je vous ai décrits, et même un OAV que je vous conseille vivement de mater. Il est dispo sur YouTube, donc je le mettrai en description si ça en intéresse certains. Il y a également un OAV sur Cashman. Après, le problème, c'est que les deux que j'ai cités sont en très mauvaise qualité, mais bon, je vous les mets quand même, on sait jamais. Je vous invite vraiment à lire ces histoires. Certaines ont peut-être vieilli, il est vrai, tandis que d'autres sont à mourir de rire même 25 ans plus tard. Même si on a énormément parlé de Dragon Ball sur cette chaîne, je me disais que ça serait bien de parler de tous ces one-shots de Toriyama Sensei, pour la plupart vraiment très cool. Cet homme, bien que nous ne l'ayons jamais vu ni connu, nous a donné une passion juste exceptionnelle qui nous fait kiffer, mais a aussi indirectement fait en sorte que je sois aujourd'hui en train de parler avec vous sur cette chaîne. Alors merci Akira Toriyama, de nous faire rêver au quotidien via vos œuvres. L'homme meurt certes, mais son héritage et son art, eux, sont éternels. Il aura changé nos vies à jamais, et tant que des fans comme nous vivront avec ses livres, on peut être sûr qu'il ne sera jamais oublié. Que ce soit avec et surtout Dr. Slump et Dragon Ball, mais également avec tous les mangas dont j'ai pu parler avec vous durant cette longue vidéo, qui, je l'espère, vous a plu. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Brookma, et sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine.